Mesdames et messieurs, bonsoir. Dimanche 11 septembre 2022, c'est l'heure de l'hebdo des éditos. Bienvenue et installez-vous confortablement. La deuxième rencontre de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2022 avec le gouvernement s'est déroulée ce jeudi 8 septembre à Cotonou. Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de la rentrée scolaire académique 2022-2023 et d'autres points, notamment la question des aspirants au métier d'enseignant. Le sujet a retenu l'attention de mes débatteurs. Transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutkoumanga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 7 septembre 2022. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Qu'en pensent bien évidemment les débatteurs? Nous allons en débattre au cours de cette émission. Le troisième sujet de l'hebdo des éditos de ce dimanche 11 septembre a rapport avec l'élaboration de la liste électorale informatisée, un processus qui tire vers sa fin. Pendant 15 jours, donc à compter de ce 8 septembre, les potentiels électeurs sont appelés à consulter la liste provisoire dans les centres de vote sur l'ensemble du territoire national. Ce sujet a également retenu l'attention de mes éditorialistes. Et pour aborder toutes ces thématiques, je reçois sur ce plateau Moubarak Assoumolo. Moubarak Assoumolo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien Le Meilleur. Voilà, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, deuxième invité sur cette émission, Eloge Gandaro. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, vous êtes directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, le troisième, un habitué de cette émission, Florent Wessinon. Bonsoir. Sire, bonsoir. Alors, vous êtes secrétaire de rédaction à l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Merci de répondre à notre sollicitation. Merci, renouvelé, Sire. Voilà, je le disais en début d'émission, la rencontre de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective avec les partenaires sociaux s'est tenue ce jeudi 8 septembre à Cotonou. Un principal sujet à l'ordre du jour, la rentrée scolaire 2022-2023. Au cours de cette session, les gouvernements et secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales des travailleurs se sont mis d'accord pour une rentrée apaisée. Florent Wessinon, c'est bien vous qui avez proposé ce sujet. Dites-nous pourquoi est-ce que ce sujet a retenu votre attention? Ce sujet a retenu mon attention parce que depuis quelques années, on observe que et le gouvernement et les partenaires sociaux ont le souci de la bonne formation des enfants, de la bonne formation des étudiants et des élèves. Et depuis près de 3 ans déjà, 4 ans déjà, à l'approche de la rentrée, ils s'organisent entre eux une réunion, même si c'est de façon extraordinaire. Ils se rencontrent pour s'entendre sur un certain nombre de choses avant de lancer la rentrée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réfléchir à ce qu'on ait une rentrée apaisée. Parce qu'une rentrée apaisée n'est pas synonyme d'une année académique ou universitaire apaisée. Ouais. Et moi, je pense que nous devons commencer par regarder le verre à moitié, disons à moitié plein, et non à moitié vide. Et pourquoi vous le dites Parce ici? que, en fait, tout dernièrement, lorsque les centrales syndicales et 6 ministres du gouvernement se sont rencontrés, ils se sont entendus sur... D'abord, ils ont échangé, c'est déjà une avancée qui est d'abord un dialogue entre eux, mais ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. D'abord, le gouvernement qui est venu à la table de négociation avec des propositions concrètes. Et la proposition la plus concrète, c'est celle d'accorder une avance d'1 mois sur salaire aux aspirants au métier d'enseignant. Ce qui est à saluer, parce que c'est une catégorie d'enseignants qui vit dans une précarité terrible. Alors, on va y revenir par rapport à cet angle de la rencontre, bien évidemment, qui concerne les assistants au métier de l'enseignant. Mais justement, nous allons prendre l'avis de Eloge Gandaro par rapport à cette question-là, de ce sujet-là qui a été proposé par Florent Wessinon. Vous, votre analyse par rapport, votre regard, le regard que vous portez sur ce sujet-là. Je suis de cet avis-là parce que nous sommes tous soit élèves, soit apprenants, soit parents d'élèves.
ou un acteur du secteur de l'éducation, ou une autorité politique. Donc nous devons avoir tous le souhait de voir nos enfants reprendre les classes dans de bonnes conditions. Voyez-vous, comme il a dit depuis quelques années, sinon il y a quelques années, ces rentrées étaient souvent menacées et les parents s'inquiétaient si vraiment l'année scolaire allait être apaisée. Mais je crois que depuis quelque temps, la démarche du gouvernement est très saluée. C'est une démarche comment dirais-je, très objective qui se dit qu'il faut anticiper. Parce qu'il ne faut pas attendre les crises, les grèves d'abord avant d'aller chercher des solutions. Donc, il faut anticiper. Anticiper. Donc dans ce cadre, le souci des parents d'élèves, c'est de voir les enfants commencer les classes dans de bonnes conditions. Et le gouvernement a su anticiper, n'est-ce pas, à travers la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Et c'est heureux d'apprendre que le gouvernement et ses partenaires sociaux et bien d'autres acteurs ont pu accorder leur violon. Ça doit, n'est-ce pas, réjouir les parents. Si les deux parties ont pu accorder leur violon, ça suppose que le gouvernement est en train de respecter ses engagements. Et s'il y a des préoccupations, vous avez entendu parler, par exemple, des AME. On va y revenir, bien sûr, évidemment. Il y a des c'est déjà bien que gouvernement et partenaires sociaux s'entendent et on nous a annoncé que ça va être une rentrée scolaire apaisée. Et le gouvernement a rassuré encore ses partenaires sociaux qu'il va respecter ses engagements pour que ces rentrées scolaires se passent dans de bonnes conditions. Moubarak Kassoumolo. D'abord, à l'issue des échanges entre le gouvernement et les centrales, je me suis dit quoi? Je vais entendre ce que le ministre va dire, Abiobia Tchani. Et dans sa parole, dans ses propos, il dit quoi? Dans son point de presse, les pourparlers, il dit quoi? Cette année scolaire 2022-2023 sera apaisée. Je me suis dit, bon, c'est fini. Parce que n'oubliez pas, souvenez-vous, il y a quelques jours, il y avait une centrale qui appelait déjà à une grève. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, dès que j'ai vu ce point de presse, j'ai écouté les propos, je me suis dit, bon, voilà, nous avons déjà gagné quelque chose. Une chose est sûre, nos frères, nos soeurs et nos enfants qui sont à l'école iront à l'école durant toute l'année de façon normale. Une chose est sûre, la question d'apaisement a déjà commencé. C'est vrai que le principe n'est pas jusqu'à la fin de l'année, mais nous allons commencer la rentrée, les enfants vont commencer la rentrée de façon heureuse, sans problème. Les parents n'ont pas ce souci. C'est déjà un grand point que marque le gouvernement. D'ailleurs, ce qu'il fait depuis quelques années, à chaque fois, à l'orée de chaque rentrée, il essaie de rencontrer les acteurs du secteur pour échanger de comment la rentrée va se passer. Surtout la question des armes qu'il a essayé bien que mal de régler. Alors, Florent Ressoul, vous le disiez à l'instant, hein, la rentrée scolaire apaisée n'est pas synonyme d'année scolaire apaisée. Non, pas du tout. Vous voulez dire quoi concrètement par là? En fait, il y a des préalables pour qu'il y ait une rentrée. D'accord. Et pour ces vous pensez que ces préalables, ça a manqué à ces négociations? Non, ces préalables n'ont pas manqué parce que, comme je le disais tantôt, depuis près de 4 années, le gouvernement en place a compris qu'il faut suivre et il faut observer ce que les partenaires sociaux proposent pour qu'il y ait la paix sociale. Et c'est en cela qu'en début de chaque rentrée, ils organisent cette réunion, même si c'est une façon extraordinaire. Et les préalables sont réunis. Il y a les journées pédagogiques qui ont été organisées à partir du 2 septembre jusqu'au 9, du 2 au 9 septembre. Donc c'est déjà un préalable. L'autre préalable, c'est que le gouvernement a pris des engagements. Le gouvernement a demandé à ce qu'on décaisse pour payer les primes de rentrée, pour payer les subventions. C'est aussi un autre préalable qui est à saluer. Maintenant, je dis, ces préalables entrent dans le cadre d'une rentrée apaisée. Maintenant, pour une année scolaire apaisée, il y a d'autres préalables. Il y a des revendications qui sont là têtues depuis plus de 5 ans, qui ne sont pas réglées. Et ces revendications on peut tout revenir là-dessus au cours de la rentrée. Et disons, l'ordre de déroulement durant toute l'année scolaire. Ce n'est pas parce que on a, régulé le droit de grève et autres qu'il ne faut pas prendre en compte les promesses qu'on a eu à tenir depuis plus de 4 ans. Vous pensez que le gouvernement ne tient pas ses promesses depuis quelques années par rapport à cette revendication des centrales syndicales? Moi, je suis dans les faits. Et dans les revendications qui reviennent chaque année, on commence à comprendre que les revendications qui reviennent chaque année ne sont pas des revendications renouvelées.
On parle de la revalorisation de la fonction enseignante, on parle de la revalorisation des salaires, on parle de la bonne condition des enseignants, surtout ceux qui sont recrutés, les AME. On parle aussi de l'avancement au niveau des actes. Et quand vous suivez très bien, ce sont des revendications qui sont là depuis 2016. Quand vous consultez la plateforme revendicative des syndicats, c'est des revendications qui reviennent depuis 2016. Et aujourd'hui encore, on en parle. C'est la preuve qu'il y a on fait du surplace et on tourne autour pour ne pas régler le problème. Je pense qu'il faut régler on tourne autour. On va bon Barak Assoumolo, est-ce que vous êtes d'avis quand Florent aussi nous parle il y a des revendications qui sont toujours là et chaque fois ça revient. Et apparemment, si on s'en tient à ces propos, c'est comme si ça ne connaît pas un avancement. Vous savez, c'est la force de ce gouvernement. Il regarde parmi vos revendications et celle qui est un peu phare, il essaie de régler. Avant ces négociations, moi je m'attendais à ce que le gouvernement attaque sérieusement le problème des aspirants au métier d'enseignant. Ce qu'il a fait. Avec l'avance qu'il paye sur le mois de septembre, c'est vraiment quelque chose de grand que le gouvernement a fait pour eux. Parce que quoi, figurez-vous que ces enseignants, il y en aura qui ont été affectés. Ils vont préparer la rentrée scolaire. S'ils ont des enfants, ils vont également préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Comment ils vont faire puisque les 3 mois qui ont précédé n'ont pas perçu de salaire? Que feront-ils? Moi, je vois que ce que le gouvernement fait, ça va beaucoup les aider à avancer. C'est déjà un grand pas. Vous pensez que les revendications, parmi tant d'autres, c'est une priorité que le gouvernement a opté pour une priorité. Pour une priorité. Et n'oubliez pas, à la fin, le ministre Abiy a dit quoi? Nous allons plus tard aux sections ordinaires pour régler des questions en suspens. Alors, le Scandaro, tout à l'heure, Florent Roussillon a semblé dire que les revendications sont toujours là depuis des années insatisfaites et le gouvernement s'est attaqué seulement à quelques priorités. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je ne suis pas de cet avis parce que les syndicalistes eux-mêmes, parce que c'est eux d'abord. Les travailleurs, les syndicalistes ne disent pas ça. Ils comprennent que la première des choses, c'est les négociations. N'est-ce pas? Si vous avez en face un gouvernement qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas écouter vos préoccupations, c'est encore plus grave. Comparativement à un passé un peu triste, où ce qu'on observe, vous êtes d'accord avec moi, toutes les rentrées sont perturbées. C'était l'arme stratégique des syndicalistes. D'accord? La période de la rentrée et la période des examens. Si vous vous rappelez très bien, c'est les périodes, les moments choisis par les syndicalistes pour aller en grève, pour déclencher leur mouvement. Parce qu'ils savent qu'avec ça, les parents d'élèves sont inquiétés, vous entendez des cris de détresse par-ci, par-là, des dénonciations. Et au vu de tout ça, le gouvernement va céder. Voilà, au moins avec ce gouvernement, je crois que nous devons apprécier cette démarche-là, participative, qui est que c'est une priorité, la négociation. Ça, au moins, les syndicalistes le reconnaissent. Ils peuvent ne pas être d'accord. Tout n'est pas bon. On ne peut pas dire que toutes les revendications sont satisfaites. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Parce qu'il faut être objectif, n'est-ce pas, et faire des concessions de part et d'autre. C'est un État, d'accord? Et il faut tenir compte aussi des ressources. On n'a pas que les problèmes des syndicats des travailleurs à résoudre. On a bien d'autres problèmes. Mais cela ne veut pas dire que les problèmes des travailleurs ne sont pas importants. Je suis heureux que, au moins, Roussillon ait compris que, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Des mesures ont été prises. C'est déjà l'essentiel. Et une fois que la preuve est là aujourd'hui, qui sont allés en négociation. La commission qui est là, n'est-ce pas? C'est une commission, elle est là, et puis chaque fois, elle retrouve les partenaires sociaux pour discuter, pour s'entendre sur un certain nombre de choses. D'accord? Donc je crois que les centrales syndicales, les travailleurs sont quand même des responsables. Et le point que nous avons eu à la fin de la rencontre, je crois que le ministre n'ira pas dire autre chose. C'est un compte rendu fidèle. Et si ce n'était pas ça, je crois que les syndicalistes allaient monter au créneau pour dire que ce n'est pas vrai. Donc la conclusion est qu'il y a eu des points d'accord. Ils ont pu accorder leur violon. Maintenant, la suite, je crois qu'il revient au gouvernement de respecter ses engagements. Le gouvernement a promis fermement que ces engagements seront respectés parce qu'au nombre des préoccupations des syndicalistes, la revalorisation des salaires, c'est des points très importants. Et puis la situation des AME. On s'est annoncé déjà pour le mois de novembre. Le gouvernement dit, à la fin du mois de novembre, je vais revenir, ça je le promets. Et concernant les AME, je crois que le gouvernement a pu faire un pas. C'est un petit pas, mais
je crois que ça Oh, doit c'est faciliter un peu la important. reprise des classes pour les AME. Alors, Florent Weston, je vous voyais hocher la tête. Apparemment, vous ne semblez pas trop partager les points de vue des uns et des autres. Je vais parler de Mobra Kasumolo de Louch Kanaro. Oui, bien sûr, en fait, moi je respecte ces points de vue, mais je voudrais aussi dire quelque chose. Hein. Vous savez, quand vous lisez très bien les plateformes revendicatives des centrales syndicales, moi je n'ai lu nulle part que les syndicalistes aient demandé que le gouvernement leur accorde aux aspirants au métier d'enseignant une avance sur salaire. Nulle part. Cela voudrait dire que le gouvernement, comme je l'avais dit tantôt une fois, le gouvernement a l'effet de ces surprises agréables. Ces surprises agréables qui permettent d'aller au-delà, en réalité, vu et après avoir mesuré les moyens de l'État et les difficultés actuelles qui se présentent par rapport à l'exécution de certains projets, le gouvernement a cette façon-là de surprendre agréablement. Et cette surprise de façon agréable doit continuer dans la pertinence à accorder et la réponse à accorder aux revendications des travailleurs. En ce qui concerne, bien évidemment, Florent, je ne vous coupe pas, bien sûr. En ce qui concerne les revendications, vous semblez dire que la question des AME ne fait pas partie de la plateforme revendicative, mais le gouvernement a anticipé en prenant cette décision. Moi, je veux être optimiste, tout en restant toujours sur mes gardes. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, avec mes recherches de 2016, ces revendications étaient déjà sur la table du gouvernement. Et le gouvernement proposait d'autres solutions parce qu'il se trouve en difficulté financière. D'accord. Mais il faudrait qu'à la session prochaine, Abdoulaye Biotane vienne devant les centrales syndicales avec des propositions concrètes et un canevas de satisfaction de ces revendications. Parce que c'est des revendications qu'ils connaissent depuis 2016. Donc, ils devraient avoir normalement un début de solution à ces revendications des centrales syndicales. Cette décision du gouvernement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une priorité et qu'il fallait le faire au détriment de quelques revendications du gouvernement? Non, les priorités, moi je pense, mais sur ce point, les priorités, ce sont les revendications des travailleurs. Ce ne sont pas les propositions, ce ne sont pas les solutions qui n'ont pas rapport avec les revendications. Les priorités normalement devraient... Bien évidemment, à suivre certains centres, à suivre certains secrétaires généraux, cette question des AME est revenue dans les propositions de ces secrétaires généraux. Donc le gouvernement n'a pas fait... Non, mais qu'est-ce que les aspirants au métier d'enseignant demandent? Ils demandent à ce qu'on leur accorde 12 mois sur 12 de salaire. Qu'est-ce que le gouvernement propose par rapport à cela? Parce que vous savez, il ne s'agit pas de rester à Cotonou pour bien voir, pour analyser la situation des aspirants au métier d'enseignant. Allez dans le fin fond du pays. Moi, j'ai eu à faire une immersion par rapport dans mon exercice de métier de journaliste dans le monde des aspirants au métier de l'enseignant. C'est des gens qui vivent des situations terribles. Quand on va à Savalou, à Savert, à Natitengu et autres, des gens qui n'ont pas de prime de rentrée. Voilà des gens qui n'ont pas de prime de rentrée, qui ne bénéficient pas des privilèges liés aux journées pédagogiques, alors qu'ils sont dans le corps et qu'ils constituent le nombre le plus important d'enseignants au Bénin. Donc, il faut en réalité prendre en compte la contribution de ces gens-là. Parce que quand vous prenez les résultats de fin d'année, l'année dernière, nous avons obtenu des résultats formidables sur le plan national, au CEP, au BPC et au baccalauréat. Mais quand on estime ceux qui ont effectivement contribué à l'avènement de ces résultats meilleurs et excellents, les AME prennent une part très active et très importante. Le Gandaro, au sujet de la question des AME, avec cette décision du gouvernement d'accorder un mois, avec, si on s'en tient également à ce que Florent Wesson dit, les AME font partie, font la grande partie des enseignants aujourd'hui. C'est une vérité, mais moi je continue de dire que le fait que le gouvernement a accordé une avance, ce n'est pas une mauvaise chose. Si en dehors de la plateforme revendicative, le gouvernement trouve qu'il faut mener d'autres actions, prendre d'autres mesures, n'est-ce pas, qui contribuent au bien-être des travailleurs, c'est une bonne chose. On ne va pas dire qu'une fois que la plateforme revendicative est là, le gouvernement ne doit plus faire poser des actes positifs qui vont dans le sens du bien-être des travailleurs, des enseignants. Pas du tout. Au contraire, un plus ou plus, ça arrange les choses. Ça ne veut pas dire que la plateforme revendicative est mise de côté. Pas du tout. Bon, maintenant, il faut
être un État, un gouvernement objectif pour savoir qu'est-ce qu'il faut proposer, quelles décisions il faut prendre. Tout ce qui se dit maintenant, toutes les revendications, toutes les préoccupations doivent faire objet d'analyse, de réflexion de la part du gouvernement. Ce ne serait pas responsable de la part d'un État ou de la part des autorités de faire des annonces, d'annoncer que bon, ça fait 12 mois de salaire, nous l'accordons, ceci, ça fait des milliards, nous l'accordons, et d'accepter tout, et que demain, on se rend compte que l'État n'a pas les moyens, n'est-ce pas, de satisfaire tout ce qu'il a promis. Ce ne serait pas bien. Donc je crois que le gouvernement est dans cette démarche-là, c'est une bonne chose. Je crois que des engagements ont été pris. Et pour le moment, je suis heureux qu'ils disent qu'il n'est pas pessimiste. Hein, n'est-ce pas? Il faut prendre les autorités au mot. Une fois que des engagements ont été pris, puisque le ministre d'État a bien dit que le gouvernement rassure encore les acteurs du secteur de l'éducation, les syndicalistes, que les engagements qu'il a pris, ces engagements-là seront respectés. Alors là, ce n'est pas encore tard. Attendons pour voir si, tout au long de l'année, ces engagements seront respectés ou non. Et je crois que c'est dans cette logique, et convaincu de cela, que certainement les centrales syndicales ont pu accepter. S'il y a eu accord, et si les deux parties ont pu accorder leur violon, certainement, les assurances données par le gouvernement qui a réaffirmé ses engagements, certainement les centrales syndicales se sont dit, bon d'accord, nous acceptons. Il faut y aller. Nous verrons la suite. Moubarak Assoumolo, Je suis tout à fait sur la question des AME. Je suis tout à fait d'accord avec le doyen. Rappelez-vous, lors de l'émission Action du gouvernement, les actions du gouvernement. Oui, le gouvernement en action. Voilà, le gouvernement d'action. Il y avait le ministre Biotchane qui avait dit quoi? Le ministre d'État Biotchane qui avait dit quoi? La question des 12 mois sur 12 mois de salaire des AME seront réglées progressivement. Ce n'est pas automatiquement qu'ils le feront. Rappelez-vous, il y a aussi une chose que ce gouvernement fait que je suis souvent content. Cette phrase qu'il sort toujours, il dit « Nous ferons autant que nous pouvons, fuir la cagnotte que nous avons ». Nous ne pouvons pas dire que nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons faire ci, alors que dans la caisse, nous n'avons pas un gros budget. Il y a ça souvent que j'aime chez le gouvernement. Et mon collègue Florent, je comprends son désarroi. C'est vrai, les AME, ils souffrent beaucoup, mais c'est un processus. Progressivement, je crois que le gouvernement fera l'effort de venir à ce qu'il soit à 12 mois sur 12 mois. Parce que vous savez, ce sont eux qui font le gros du boulot. Et je ne crois pas qu'ils sont des fonctionnaires à part. Ce ne sont pas des fonctionnaires à part, parce que autant que les contractuels, ils font le même boulot sur le terrain. Au contraire, mais c'est beaucoup plus d'heures que certains. Mais pourquoi ne pas les payer convenablement comme les autres? Mais c'est un processus. Cette histoire de l'AME a commencé quand? Il n'y a pas longtemps. Donc progressivement, je crois que le gouvernement viendra à ce point. Mais l'avance, moi, c'est vraiment quelque chose qui était formidable. J'ai échangé avec certains AME qui me disent que je ne sais même pas comment préparer la rentrée de mes enfants, pour ceux qui ont des enfants. Je ne sais même pas comment faire ci, je ne sais même pas comment faire ça. Mais cette avance, ça va les aider. Ça va les soulager. Je crois vraiment que c'est un grand pas que le gouvernement a fait. Et nous allons déjà vers les 12 mois sur 12 mois. Si déjà sur 12, vous avez déjà eu 10, il reste que 2. Donc espérons que nous soyons là-bas. Alors, dans son compte rendu au lendemain de la rencontre gouvernement-syndicat, la CSTB a fait part de ce qu'il appelle du prix du pouvoir, et pour ses responsables, les travailleurs ne peuvent que se faire entendre à travers une grève. Naïni Kassamampo appelle de nouveau à la grève. Moubarak Assoumolo. Bon. Et Kassamampo, un doyen que je respecte beaucoup, je crois que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Mais est-ce que cette grève qu'il veut lancer va peut-être changer quelque chose? Est-ce que tout le monde va le suivre? C'est ça le problème. Avec les négociations qui sont en cours, et il dit toujours que le ministre a dit quoi? Il y aura des sections ordinaires qui vont s'ouvrir plus tard. Donc, est-ce que c'est le moment de mettre encore la pression? Novembre n'est pas loin. Novembre n'est pas loin. Il n'y a pas de réévaluation qui va des salaires qui vont commencer sur le salaire de novembre. Novembre n'est pas loin. Patientons. Donc, le secrétaire général Kassamampo patiente un peu, qui ne nous donne pas ce truc-là à mode maintenant. Alors, le Gadaro, Kassamampo dit qu'il est sorti de cette rencontre insatisfait. Mais c'est de son droit de le dire. Nous n'avons pas à dire que forcément, il faut qu'ils disent que tout est bon et qu'ils sont heureux, que maintenant c'est le paradis pour le secteur de l'éducation, pour les enseignants. Un syndicat dit ça. Si d'autres pensent que, à la suite des négociations, qu'ils ont des raisons, n'est-ce pas, d'accepter de reprendre les classes, d'accord, en attendant que d'autres mesures ne soient prises, si d'autres le croient, je crois que c'est déjà bien.
Je ne sais pas s'ils constituent une majorité, mais je dis que c'est de leur droit d'être des pessimistes, comment dirais-je, permanents. C'est de leur droit, n'est-ce pas? Parce qu'ils pensent que rien n'est fait. Ils ne voient que le noir partout. Bon, ça ne surprend personne. Bon, maintenant qu'ils appellent à des mouvements, à des grèves, je dis que ça ne règle pas souvent les problèmes. Parce que pour aller en mouvement, pour aller en grève, c'est parce qu'on a en face des autorités qui refusent tout, qui refusent les négociations, qui ne veulent pas vous écouter, qui ne veulent pas négocier. Or, lorsqu'il y a crise, même nous ne sommes pas encore en période de crise, mais lorsque vous êtes deux partis, d'accord, vous avez des problèmes, vous avez des différends, on va à la table, chaque parti doit faire preuve de concession. Le jusqu'au-boutisme, ça ne peut en mêler nulle part. Parce que lorsque vous vous dites que c'est ma loi qui doit passer, ce que moi je réclame, c'est ça qui passe à tout prix. Mais où est-ce qu'on peut trouver le compromis? Pour aller au compromis, il faut que chaque parti fasse preuve de concession. C'est vrai, la grève est une arme stratégique, mais elle n'est utile, elle n'est indispensable que lorsque vraiment on a utilisé tous les recours et qu'on se rend compte que l'autorité en face de laquelle on est fermée à toute négociation. Or, aujourd'hui, je crois qu'aucune centrale syndicale ne peut dire que le gouvernement est fermé aux négociations. La preuve en est là, qui viennent d'une négociation. Et si on a pu dire que les violences sont accordées, ça veut dire que la majorité, excepté la CCB, trouve que tout est noir, le tableau est encore noir et qu'il faut déclencher des mouvements. Il reviendra aux travailleurs d'en apprécier les choses, les discussions à leur juste valeur. Florent Wessillon. La CSTB, c'est une centrale syndicale dont il faut estimer l'importance des mouvements et des actions. Parce que lorsqu'on a organisé tout dernièrement professionnel, c'est la centrale qui est arrivée première dans la fonction publique. Donc c'est une centrale qui a son mot à dire, qui a un poids non négligeable dans l'environnement syndical du Bénin. Alors, si cette centrale en arrive à demander à ses militants de se préparer à de grands mouvements qui vont venir, c'est que certainement quelque part, il y a des frustrations. Selon vous, ça craint? Oui, ça craint, puisque les actions de la CSTB et je crois que c'est la CSTB. Oui, bien sûr, Naïm Kassamampo. La CSTB de Naïm Kassamampo sont des actions qui sont des actions de proximité. Ce n'est pas des actions isolées, c'est des actions de groupe. C'est une centrale que moi j'ai eu le temps de bien étudier, de bien suivre dans ces mouvements. C'est une centrale qui a des actions de routine sur le terrain et dont il nous faut vraiment estimer disons, je ne dirais pas les provocations, mais les appels à mouvement. Et ces appels à mouvement sont des appels qui sont basés sur des revendications, je le dis toujours, des revendications pour lesquelles il ne suffit pas seulement de se regrouper autour d'une table, de parler pour dire qu'il y a négociation. Non. Et je pense que Kassamampo, ils ont montré de bonne volonté aussi. Vous vous souvenez qu'entre-temps, il y a eu des réunions que le gouvernement a convoquées et que la CSTB a boudé. Ils n'étaient pas en réunion. Cette fois-ci, ils ont été aux négociations. Est-ce qu'ils avaient le choix? Bien sûr, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de ne pas y aller. Parce que moi, je dis, même la dernière fois, quand ils ont fait la réunion de la Commission nationale, ils avaient le choix de ne pas y aller parce qu'ils ont déjà déposé leur plateforme revendicative depuis le 1er mai. Parce que chaque 1er mai, je crois, à l'entame du début de mai, il y a une plateforme qui est déposée au gouvernement. Mais quels sont les retours qu'ils ont par rapport à cette plateforme-là qui sont souvent déposés au niveau du ministère du Travail? Quels retours ils ont? C'est cela aussi. Donc, c'est fort de l'analyse de ces éléments que Kassamampo demande à ce que ses amis, ses syndiqués se préparent de grands mouvements. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas le moment de lancer de mouvements un peu partout dans le monde, dans le pays. Parce que ces mouvements... Ce n'est pas le moment de lancer des mouvements. Il faut quand même... Ces mouvements impactent souvent, ce sont nos enfants. Voilà, ce sont nos enfants. Hein. Florent et Mouarak Assoumolo, juste un dernier mot sur cette question-là pour... je dirais, c'est quoi? Très rapidement. Les syndicats, si même le gouvernement les appelle demain et dit toutes vos revendications sont satisfaites, je vous jure que le lendemain vont en trouver d'autres. Voilà. C'est comme ça. Ils ne sont jamais satisfaits. Donc, moi, je leur demande patienter. Le gouvernement a dit qu'il y aura encore d'autres sessions ordinaires qui vont démarrer dans quelques semaines. Qu'ils patientent et qu'on voit si ce qu'il a déjà promis, comme la révélation des salaires qui va commencer au mois de novembre, si ça va... Ce sera fait. Voilà. Alors concrètement, on va rester avec vous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre en quelques secondes? Moi, je dis,
bon, je ne dirais pas totalement satisfait, mais à moitié satisfait. Surtout sur la question des AME qui a été relativement réglée. C'est ce que je pourrais dire, à moitié satisfait. Mais Voilà, pas le satisfait. Sganaro. Un pas important a été franchi. C'est heureux que les syndicalistes soient d'accord, et que les deux parties aient accordé leur violon. Et je crois que c'est heureux. Les parents d'élèves seront rassurés et attendons Une rentrée apaisée, donc une attendons année scolaire de apaisée. voir comment la rentrée va démarrer. Ça va être une preuve que c'est déjà un bon début et la suite, en novembre, comme le gouvernement l'a dit, lorsque le gouvernement va tenir sa parole, je crois que ce serait aisé que l'année scolaire soit apaisée pour le bien des apprenants et pour le bien de tous. Florent aussi, non? Je souhaite qu'en novembre prochain, que Abdoulaye Biotchane, le ministre Abdoulaye Biotchane et tout le gouvernement viennent à la table avec un chronogramme clair. Voilà, on vous aurait compris. Deuxième sujet de cette émission, le centre hospitalier universitaire Hubert Koutoumanga et l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou ne forment désormais qu'une seule et même entité. Cette décision a été prise lors du conseil des ministres en date de ce mercredi 7 septembre 2022. Moubarak Assoumolo, vous êtes l'auteur de cette proposition de sujet. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé dans la proposition de ce sujet-là? Et j'ai proposé ce sujet dès que j'ai vu le compte rendu du gouvernement et que au premier échappé, je vois ça et dit waouh, c'est quelque chose que j'attendais, c'est pas aujourd'hui. Vous savez, j'ai parcouru les deux hôpitaux. Je suis resté au Kangezo, si vous permettez de le dire, à l'hôpital Kangezo quelques mois. Je suis également resté là-bas au CNHU quelques mois. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Des fois, quand tu vas au CNHU, tu sens que tu n'es pas bien traité ou bien qu'il y a des moyens qui manquent. Mais lorsque tu vas de l'autre côté du Kangezo, il n'y a pas beaucoup d'affluence, mais il y a des moyens. Accorder ces deux hôpitaux, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils travaillent en synergie, n'est que satisfaction pour la population. Secondo, c'est quoi? Rappelez-vous que le 26 janvier 2022, si je ne me trompe pas, le gouvernement avait mis tous les hôpitaux d'instruction des armées sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère de la Santé qui est désormais chargé de gérer tous les hôpitaux des institutions des armées. Donc, je crois que c'est de bonne guerre de mettre ces hôpitaux-là ensemble, qu'ils travaillent surtout ensemble, optimiser leurs biens, leur matériel, leur savoir-faire, leur personnel pour la satisfaction complète Des usagers de la population des hôpitaux. Alors, le Sganaro? Mais c'est bien parce que pendant des décennies, nous avons vu les deux centres, n'est-ce pas, fonctionner. Nous avons vu comment les problèmes se sont posés. Il arrive où, bon, parfois, c'est du CNHU qu'on transporte les patients vers l'hôpital d'instruction des armées. Il arrive que c'est des problèmes de matériel qui se posent. Il arrive que c'est des problèmes de spécialité qui se posent. Le gouvernement, après étude et analyse, a jugé bon, n'est-ce pas, de les fusionner afin d'optimiser les prestations, n'est-ce pas, au profit des patients. C'est vrai, parce qu'il y a des spécialités de part et d'autre, des compétences de part et d'autre, mais qui ne sont pas en réalité suffisamment utilisées, n'est-ce pas? On a connu des cas de maladies graves qu'on a évacués alors que si les deux hôpitaux étaient ensemble, n'est-ce pas, et ont mis ensemble leurs moyens, les équipements et puis les compétences, on pouvait régler ces problèmes ici au lieu de dépenser des milliards. Ça n'arrange pas l'État. Hein? Alors que nous avons des compétences ici. Donc je crois que tout cela est fait dans l'intérêt des patients, des malades et dans l'intérêt des populations en général. C'est une bonne politique parce qu'on dit l'union fait la force. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a des compétences énormes, n'est-ce pas, des équipements au niveau de l'hôpital d'instruction des armées, ainsi qu'au niveau du CNHU. Lorsqu'ils vont se mettre ensemble, je crois qu'ils pourront faire beaucoup de choses dans l'avantage des malades. Florent Rossino, dans l'état des lieux, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. C'est dans cette perspective qu'il a été décidé de la fusion de ces deux centres. Réaction. Oui, le gouvernement est dans une logique de satisfaire aux difficultés des usagers, en réalité, des usagers. C'est ce qui fonde cette absorption de l'hôpital des armées, de l'hôpital d'instruction des armées par le centre universitaire Hubert Koutoumanga. Je crois que c'est une décision louable. Mais vous savez, nous avons ces derniers temps, moi quand j'observe un peu les absorptions, les dissolutions d'agences et autres, nous avons affaire à une réforme au niveau du gouvernement, certaines réformes qui
crée l'effet de surprise, qui demande à repenser encore comment est-ce qu'on est en train de structurer, d'accord, et l'édifice national comparativement à ce qui est fait de façon universelle. Le Bénin, j'ai l'impression que nous sommes en train de, en voulant satisfaire aux difficultés de la population, que nous sommes en train de nous isoler de ce qui se fait de façon universelle. Vous savez, la médecine de l'armée est une médecine un peu particulière. Comment elle est particulière? Oui, parce que vous savez, c'est une médecine de haute portée scientifique. Lorsqu'on parle de l'hôpital des armées, et souvent dans mes documentaires, j'ai compris que l'hôpital des armées relève plus du ministère de la Défense. Parce que les expertises au niveau de l'hôpital des armées sont des expertises qui sont au top niveau. Au lieu d'en arriver, au lieu de faire une mutualisation des ressources, comme l'a dit le gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres, est-ce qu'on ne pouvait pas faire une mutualisation des compétences? À tel enseigne que... Ça voudra dire? Ça voudra dire que les militaires ou disons ceux qui interviennent à l'hôpital des armées puissent aussi intervenir au CNHU, sans pour autant qu'on en arrive à une absorption. Est-ce que, moi je me pose une question, est-ce que cette absorption est synonyme de la disparition de l'expertise que l'armée offre d'abord à ses agents, aux militaires, aux soldats qui sont blessés sur le terrain? Et est-ce que c'est aussi une façon de dire que nous ne voulons plus promouvoir une certaine médecine de l'armée, une portée scientifique de haute, une médecine de haute portée scientifique au niveau de l'armée? Parce que les investissements qui sont faits dans l'armée, ce ne sont pas les mêmes investissements qu'on fait dans le public ou dans l'ordinaire. Mais l'armée, c'est l'État. Le CNHU, également, c'est l'État. Oui, mais si on met tous ces deux centres ensemble, c'est pour capitaliser. Hein. Ce sont deux médecines qui ont deux vocations différentes. Le CNHU a pour vocation de satisfaire aux besoins des usagers ordinaires, donc des citoyens ordinaires. La médecine au niveau de l'hôpital des armées, c'est d'abord destiné aux soldats. C'est d'abord destiné aux agents de l'armée. Vous voyez donc, c'est deux vocations différentes. En les mettant ensemble, est-ce que vous ne pensez pas que ça va donner quelque chose, hein? Si on prend si on vous comprend bien, l'analyse que vous faites du CNHU et celle que vous faites également de l'hôpital des instructions, si on met toutes ces deux compétences ensemble, vous pensez que ça va donner une bonne chose? On va permettre à Moubarak de dire un mot par rapport à ça. Moi, je vais prendre totalement le contre-pied de M. Florent. Oui, allez-y, on vous écoute. Et je suis resté au camp Guézo durant 2 mois. J'ai assisté ma mère qui était gravement malade durant 2 mois à l'hôpital des institutions des armées du camp Guézo. Durant 2 mois. Elle n'est pas militaire. Mais on lui a donné les meilleurs soins. Aujourd'hui, lorsque vous allez au camp Guézo, je pourrais dire, je n'ai pas les statistiques, je n'ai même pas fait une étude là-dessus, je pourrais au moins dire que près de 50%, mais 60% sont des patients qui ne sont pas de l'armée, mais qui subissent aujourd'hui des meilleurs soins, qui reçoivent des meilleurs soins. Rappelez-vous de la crise de 2015 que Yaïbouna a gérée pour le secteur des enseignants, le secteur de la santé qui sont allés en grève. Ce sont les soldats qui ont pris la relève. Ce sont eux, lorsque le CNHU était paralysé, le secteur de la santé était paralysé. Ce sont les médecins de l'armée qui ont pris la relève. C'est ce qui a même favorisé la rénovation rapide du CNHU et de l'hôpital avec le matériel et tout. Et aujourd'hui, c'est dynamique. Moi, je suis resté là-bas des mois et j'ai vu ce qui se passe là-bas. Peu de soldats viennent là-bas. Je ne dis pas que les soldats ne vont pas là-bas. C'est quelque chose de destiné pour eux. Mais plusieurs vont là-bas souvent pour se soigner. Pas seulement les militaires. Les populations, comme je l'ai dit, ma mère est restée là-bas, elle n'est pas militaire. Son père n'est pas militaire, mais elle est restée là-bas des mois car elle a reçu de meilleurs soins. Ils ont de beaux matériels. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. La crise de la Covid, les crises de coronavirus, qui sont ceux qui ont beaucoup plus géré ça. Ce sont les militaires. Aux États-Unis, l'État était obligé de faire appel aux militaires. En France, l'État était obligé de faire appel aux militaires. Donc aujourd'hui, la médecine n'est plus comme avant. C'est vraiment dit, il y a une médecine destinée aux soldats, une médecine destinée aux révérends, à la population, mais ce n'est plus comme ça. Les trucs ont évolué. Les médecins seuls, conventionnels qu'on les connaît, ne peuvent pas gérer tout ce qui se passe. Et je crois que c'est de bonne guerre que le gouvernement pense à la mutualisation de ces deux secteurs, surtout au Bénin. Lorsque, par exemple, doyen, vous dites à votre famille, un de vos parents vous appelle pour vous dire qu'il est au CNHU, vous avez déjà la psychose.
parce que généralement on appelle ça comment? Le mouroir de Cotonou. C'est un mouroir. Parce que les populations du Bénin appellent le CNHU. Excusez-moi du peu, mais c'est pour ça que j'appelle ça. Mais aujourd'hui, si tu vas au CNHU, tu as dans un coin de ta tête que bon, j'y vais là-bas, mais je ne vais pas dans le CNHU d'avant, je vais dans le CNHU nouveau. Parce qu'aujourd'hui, même si ça ne va pas ici, rapidement, on peut me transférer là-bas pour me guérir. Est-ce que je pourrais dire sur ça? Eloge Gararo, est-ce que la rigueur qu'incarne le militaire n'a pas contribué, n'a pas concouru à ce choix, à cette décision du gouvernement de fusionner l'hôpital des armées et le CNHU? Les militaires aussi ne doivent pas considérer que c'est une mauvaise chose. Et je crois que, comme il a souligné tout à l'heure, la grande majorité des patients aujourd'hui, là-bas, ce n'est pas des militaires. Si vous allez au camp Guézo aujourd'hui, nous ne dirons pas qu'à 80%, à 75%, c'est des militaires, c'est des soldats qui sont soignés. Nous ne sommes pas en période de guerre, en période de crise, d'affrontement sanglant, militaire, tout ça là. Nous ne vivons pas cette réalité-là ici. Et même si au plan international, il y a certaines normes, il y a certaines choses, nous devons quand même nous aussi nous aligner sur ça. Ça n'empêche pas que on dise que nous sommes des pays africains, nous devons agir sur la base de nos réalités. Nous vivons des réalités aujourd'hui. Il y a des pays qui continuent de connaître la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Où il y a des crises sérieuses. Vous allez là-bas, je crois, en Asie, vous allez dans le Moyen-Orient, vous allez en Syrie, vous allez ailleurs, même en Afrique ici, des pays où la guerre continue de sévir, d'accord? Où vous avez ces centres-là qui ont des spécialités qui conviennent, qui doivent, n'est-ce pas, contribuer. Mais aujourd'hui, nous disons, dans un pays de paix, où nous avons des populations, beaucoup de malades. Nous avons des spécialités, des compétences là-bas qui ne vont pas attendre pour dire que nous n'allons soigner que des soldats. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous êtes d'avis. Je suis de cet avis-là. Que s'il y a des compétences qui dorment là-bas, s'il y a des spécialités, il faut les mutualiser. Il faut les réveiller et les mettre au service de la nation. Alors Florent Wessino, dites-moi concrètement, quelle est la pertinence dans cette décision du gouvernement de mettre ensemble, de fusionner, d'absorber l'HIA au profit de CNHU? Alors moi, la pertinence, c'est que le gouvernement a le souci de la satisfaction des besoins des usagers et des citoyens. Et moi, je pense que l'exception ne doit pas devenir la règle. Non, pas du tout. Puisque l'hôpital d'instruction des armées n'a pas pour vocation de soigner l'usager ordinaire. L'hôpital d'instruction des armées, c'est pour soigner le soldat blessé en guerre. C'est pour porter une haute scientificité de la médecine. Et je comprends le gouvernement qui s'est rendu compte de ce que au niveau de l'armée, il y a des compétences qu'il faut utiliser. Et ces compétences sont étudiées. Vous n'êtes pas sans savoir. Je vous coupe pas. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu des directeurs du CNHU militaires dans ce pays. Nous avons connu un directeur du CNHU qui est militaire. Oui, bien sûr. Et en ce moment, on n'était pas une mutualisation des ressources. On était dans une perspective de mutualisation des compétences. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse une mutualisation des compétences. Là, c'est qu'on va chercher, on met en place le cadre normal pour que ceux qui ont la compétence au niveau de l'armée puissent intervenir au CNHU. Et non, qu'on mette ensemble ces deux structures-là. Parce que c'est votre avis. C'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Alors, très rapidement, on va finir avec ce sujet. Très rapidement, oui. Il y avait une préoccupation qui préoccupait M. Florent. C'est pour dire quoi? Les cadres des hôpitaux, des médecins des hôpitaux, des institutions des armées ne sont pas pris dans ça par le fonction et par le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Défense qui s'occupe d'eux. Donc c'est vrai qu'ils vont se mutualiser, ils vont mettre ensemble leurs ressources, mais les cadres, médecins, soldats ne sont pas pris en compte, ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé, mais plutôt ils continuent leur carrière, la gestion de la carrière, la gestion de tout ça là, continue toujours du côté du ministère de la Défense. C'est cette précision que je voulais apporter. Alors, Eloge Gararo, très rapidement pour conclure cette... Oui, moi je dis que c'est des réformes, n'est-ce pas? Et on dit souvent, il y a quelque chose de pire dans la vie. C'est un penseur qui l'a dit, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Moi, je ne suis pas du monde de ceux qui sont pessimistes. Et un autre penseur a dit, le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Donc il faut essayer, il faut s'y mettre. C'est des réformes. Nous n'avons pas l'intention, la prétention de dire que ça va réussir à 100%, c'est parfait.
Mais une fois l'intention est là, une fois que ça va dans le sens, n'est-ce pas, de préserver l'intérêt national, n'est-ce pas, parce que nous avons beaucoup de patients, il y a des infrastructures là-bas, il n'y en a pas ici. Encore quelques secondes. Il faudrait les mettre ensemble et il faut essayer, n'est-ce pas, engager la réforme et puis petit à petit, il peut y avoir des corrections. Si ça n'aboutit pas, on peut revenir et corriger. Voilà. On va rester avec vous, Eloge Gararo. Vous êtes l'auteur de la proposition de ce troisième sujet, dernière ligne droite du processus d'élaboration de la liste électorale informatisée. Vous avez proposé ce sujet. Pourquoi? Oui, j'ai proposé ce sujet parce que l'information défraie la chronique. Vous savez que les élections législatives du janvier 2023, ça a un enjeu capital. Nous allons élire des députés, des représentants du peuple. C'est très important. Ils iront nous représenter là-bas. Donc cela nous engage. Par conséquent, nous devons, n'est-ce pas, accorder un intérêt particulier à cette élection-là. Et à partir du moment où, pour cette élection, la liste électorale constitue un élément fondamental, parce que avec une liste électorale tronquée, avec une liste électorale, comment dirais-je, irrégulière, nous ne pouvons pas espérer une bonne élection. Or, le souci, ce que réclament les Béninois aujourd'hui, c'est une élection inclusive, une élection apaisée avec une liste fiable et consensuelle. Donc, à partir du moment où nous sommes arrivés à l'étape d'une liste provisoire, je crois que nous, en tant que journalistes, en tant qu'informateurs, nous avons le devoir d'informer. C'est ça, moi, mon intérêt. C'est ce qui a motivé c'est ce qui m'a motivé à proposer parce ce que sujet. déjà, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, n'est-ce pas, a lancé officiellement l'opération. L'opération d'affichage de la liste électorale informatique provisoire. Depuis ce 8 septembre. Depuis le 8 septembre. Donc, il nous revient, nous, journalistes, d'informer. Notre rôle, c'est d'informer. Pour dire, population, n'attendez pas le dernier moment, n'est-ce pas, pour après dire élection non transparente, ceci, il y a eu fraude. C'est le moment pour vous, ceux qui y croient, d'aller consulter ces listes-là. Donc nous avons le devoir d'informer la population pour leur dire, allez consulter ces listes, parce que lorsqu'ils auront consulté, il y aura des réclamations, il y aura des corrections à faire, et ça permettra de déboucher sur une liste définitive. Pour le moment, c'est une liste provisoire. Florent aussi, non? Voilà. Moi, je demande à la population de sortir. Non, votre regard d'abord sur le processus. Non, c'est un processus depuis longtemps, depuis que l'ANIP a commencé les travaux. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Oui, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et depuis un bon moment, l'ANIP a montré, a affiché sa bonne volonté, la transparence. À chaque séance, il invite les partis politiques et il leur explique comment ça se passe. Maintenant, ils ont affiché la liste il y a 15 jours pour aller consulter. Et je demande à la population de sortir, puisqu'il y a eu de grands bouleversements dans ce qui a été fait. Je vous donne un exemple. Allez-y très rapidement. Oui, moi j'avais l'habitude de voter dans un bureau de vote, dans un centre de vote, selon l'ancienne liste. Mais la liste qui a été affichée, j'ai rapidement consulté la liste sur le net. Ce n'est pas, je ne suis plus, je ne vote plus dans mon ancien centre de vote. Cela a été changé. Et il a fallu que je consulte pour pouvoir constater que... Pour faire des réclamations? Non, bon, pas de réclamation. C'est que le travail qui a été fait, c'est un travail scientifique qui a été fait. Ils ont tenu compte de la position actuelle de chaque Béninois pour faire le travail. Donc il faut que les Béninois sortent. Et c'est là où je dis, il faudrait, ça, ce n'est pas notre job, c'est le job des politiciens, des formations politiques, de dire à leurs militants de sortir pour aller consulter la liste et voir où est-ce qu'ils vont voter. Pour que le 8 janvier prochain, les gens ne soient pas là à récriminer contre le fait qu'ils ont changé de poste, ils n'ont pas pu voter parce qu'ils sont en bureau de vote et qu'ils n'ont pas vu leur nom. Leur nom. Alors, Moubarak, il faut appeler les politiques afin que ces politiques appellent les militants à sortir. Un regard sur ce processus qui est arrivé à sa phase, on va le dire, à sa phase terminale. Oui. Ouais. Et moi, d'abord, c'est un gros coup de chapeau pour M. Goubedi, Cyril Goubedi, le secrétaire général de l'ANIP, qui déjà, je ne sais pas si... Le mandataire, pardon. De l'ANIP. Je ne sais pas s'il avait déjà eu à faire ça par le passé, mais c'est vraiment un coup de maître pour un premier coup. Ces élections législatives qui viennent sont vraiment scrutées par la population. Scrutées par la population. Pourquoi? Nous savons ce qui s'est passé par le passé. Et afficher la liste provisoire 3 mois avant l'élection, je crois que c'est vraiment une grosse victoire. Parce qu'il y a sous d'autres cieux où on affiche la liste électorale 1 mois avant l'élection. 2 mois et 2 semaines avant l'élection. Ici, ils ont affiché la liste
3 mois avant l'élection, nous avons un chiffre précis de combien d'électeurs iront aux élections. Oui, les tests sont clairs. 120 jours avant la date des élections législatives et communales, la liste doit être extraite. Je ne refuse pas, mais sous d'autres tuyaux, est-ce que les tests sont respectés? Je ne vais pas citer les noms. Les tests ne sont pas respectés sous d'autres, on donne des prétextes pour ne pas respecter les tests. Vous savez tous de quoi je parle. Mais ici, l'agence a fait l'effort d'aller et de respecter le délai. Il appelle chaque fois les partis politiques à venir. Il a fait preuve de transparence. Donc pour ceux qui s'inquiètent sur la transparence, sur la faisabilité, sur tout ce qui va se passer autour de cette élection législative, auront un peu de la volonté affichée du chef de l'État que les élections soient transparentes. Maintenant, c'est les partis politiques. Ils n'ont que 2 semaines, 14 jours. C'est les partis politiques, c'est aux partis politiques aujourd'hui maintenant de faire l'effort du travail, d'envoyer leurs militants sur le terrain, aller consulter. Voilà. Comme l'a dit Florent, les trucs ont changé. Moi, par exemple, j'ai voté dans un autre centre. C'était en 2000, j'ai voté là pour la dernière fois dans un centre à Agla. Aujourd'hui, maintenant, on m'a mis dans un autre centre parce que j'ai déménagé. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient prendre compte de ça. C'est maintenant, je suis parti vérifier. Mais pourquoi? Donc, vous savez dire que c'est un travail minutieux qui a été... Minutieux. Si les populations, les partis politiques ne font pas le travail d'envoyer les militants sur le terrain, aller vérifier, je vous jure que le 8 janvier vont se perdre. Alors, Florent, rapidement revenir à vous, très rapidement, votre mot de la fin, déjà, par rapport à ces 3 sujets qu'on a abordés sur cette émission. Non, mon mot de la fin, c'est de féliciter le gouvernement pour ce qui se fait. Parce que je constate que malgré tout ce qu'on dit, malgré nonobstant les insuffisances et autres qu'on peut, le gouvernement est dans un souci de paix sociale. Et cette préoccupation, elle est une préoccupation fondamentale si on veut que les réformes puissent continuer et que le développement puisse vraiment prendre dans un Bénin révélé. Merci. Eulous Ganaho. Merci. Votre mot de la fin déjà. Ok, merci. Nous sommes heureux que le gouvernement et les syndicats aient pu accorder leur violon et puis rassurer les parents d'élèves et tous les autres acteurs que nous allons avoir une rentrée scolaire apaisée. Seconde chose, que le gouvernement engage toujours dans ces réformes, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les populations puissent avoir leur bien-être, c'est également une bonne chose. Et la réforme qui amène à la fusion du CNHU avec l'hôpital d'instruction des armées, nous espérons que cela va contribuer, n'est-ce pas, à amener des actions efficaces, à accorder une santé de soins aux patients. Et ensuite, pour finir, je veux dire que nous qui étions inquiets, ou surtout ceux qui étaient inquiets, que les législatives ne sont pas une élection transparente, un scrutin transparent. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont commencé par se convaincre du fait qu'avec une liste comme ça, qui est ouverte à tous les Béninois, il faudrait aller consulter ces listes-là, faire des réclamations. Pour s'en convaincre. Et que demain, nous soyons sûrs que nous aurons une liste fiable et consensuelle pour les élections législatives. Moubarak, quelques secondes pour conclure cette émission. Je dirais juste que sur le premier sujet... Très rapidement. Sur le premier sujet, moi je crois que la question des AME qui a été relativement réglée sur le début de la rentrée, c'est une grande satisfaction. Que les centrales syndicales patientent un peu et que le gouvernement tienne sa parole pour ne pas que par la suite de l'année soit perturbée. Sur le second sujet, je crois que c'est une très bonne chose, le gouvernement a bien fait. Maintenant, quitte au cadre et aux agents des 2 centres hôpitaux, des 2 hôpitaux de commencer à travailler ensemble, de ne pas commencer à te mettre les bâtons dans les roues. D'éviter surtout les gars de leadership. Voilà, les gars de leadership. Alors, troisième sujet, très rapidement. Le troisième sujet, je crois que le grand travail maintenant qui reste à faire, c'est les partis politiques qui vont appeler les militants à aller sur le terrain vérifier tout ce qui a été fait. Merci beaucoup, chers débatteurs. C'est déjà la fin de cette émission. C'est tout pour l'hebdo des éditos de ce dimanche 11 septembre 2022 avec mes débatteurs Moubarak Assoumolo, Florent Wissino, Eulous Ganaho. Nous avons abordé la rencontre gouvernance centrale syndicale et bien évidemment la mesure d'absorption de l'hôpital des armées par le CNHU et quelle est la pertinence. Nous avons développé toutes ces thématiques-là. L'autre sujet que nous avons abordé également sur cette émission, c'est l'affichage bien évidemment de la liste électorale informatisée. Les débatteurs, chacun en ce qui le concerne, a donné son avis. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.